Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons du Nigeria, nouvelle vague d'enlèvement au Nigeria. Plus de 100 personnes kidnappées. Les événements se sont déroulés la fin de la semaine dernière et début de cette semaine avec des enlèvements dans le nord-ouest du Nigeria, dans la localité de Kajuru Station. On annonce la disparition ou l'enlèvement d'au moins 87 personnes dans cette localité, ce qui vient s'ajouter à plusieurs autres personnes enlevées quelques jours plus tôt ou les semaines d'avant. Au total, on dénombre jusqu'à 4777 personnes enlevées depuis que le président Bola Ahmed Tinubu est au pouvoir au Nigeria. De quoi s'interroger sur cette insécurité grandissante au Nigeria, première population d'Afrique, première puissance de l'Afrique de l'Ouest, première puissance économique et militaire de l'Afrique de l'Ouest. Ce pays peine quand même à contrôler sa sécurité et à faire face à ces bandits armés, groupes armés, terroristes, peu importe le nom qu'on leur donne. Ils sont nombreux maintenant à s'exercer à ce jeu enlevé contre des rançons, même si le pays a voté des lois pour interdire le paiement de ces rançons. La situation reste toujours hors de contrôle. Je commence par vous, Maulolo Aglidja. Alors, que dire de la situation au Nigeria? De nouvelles vagues d'enlèvement. On parle au-delà de plus de 100 personnes enlevées ces derniers jours. D'abord, nous allons avoir une pensée pour les filles enlevées à Chibok, qui restera plusieurs années. La majorité n'ont toujours pas été libérées. Elles sont devenues des femmes, des combattants. Beaucoup ont eu des enfants et se sont fait l'idée de vivre de cette façon. Malheureusement, les groupes terroristes qui écument cette partie du nord du Nigeria profitent de la porosité des frontières avec le Niger et le Tchad pour faire des vagues d'enlèvement et réclamer des rançons pour pouvoir se financer. C'est bien que l'État dise qu'il ne veut plus financer ce genre de... qui ne veut plus payer de rançon. C'est très admirable. Mais il faut comprendre que souvent, les familles, eux, ne peuvent pas attendre, ne peuvent pas vouloir jouer au zéro dans ce genre de situation. Et ces groupes terroristes, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils contactent les familles directement avec des vidéos à l'appui et les poussent à payer pour pouvoir obtenir la liberté de leur enfant. Maintenant, tout ça, c'est assez dommage parce qu'il faut voir les images, par exemple, des écoles où les enfants là, ont été enlevés. Ce sont des écoles où il n'y avait aucune sécurité. Je pense que la moindre des choses, lorsque l'école se trouve dans une zone où vous savez qu'il y a des bandits armés, des groupes terroristes, la moindre des choses, c'est de protéger l'école pour au moins provoquer une dissuasion au niveau de ces groupes terroristes. Malheureusement, c'était des écoles où il n'y avait pas de force de l'ordre, de force de sécurité, il n'y avait rien. Les gens sont juste rentrés, ils ont pris les enfants, ils sont partis. Aussi, il faut dire que ce sera compliqué d'avoir des forces de sécurité positionnées devant chaque établissement scolaire. Pas devant chaque établissement scolaire du Nigeria. Parce que quand vous sécurisez ceux qui sont éloignés, on peut venir se faire en ville. Non, c'est-à-dire, en ville, les risques d'enlèvement en ville sont quand même moindres. Parce qu'il faut quand même attaquer la ville, prendre les enfants, c'est un nombre assez conséquent. Mais c'est un peu comme le vol des bétails. C'est les mêmes personnes qui font ça. Il leur est facile d'aller attaquer des bétails à Maradi ou dans le nord du Nigeria ou du Niger et de les convoyer par les bourses, par les forêts pour venir au Niger ou au Nigeria. Mais la ville, c'est un peu compliqué. C'est des villages qui sont à risque sur les cartes. La zone est rouge. Donc je pense que l'armée nigériane, qui est une armée malheureusement très corrompue, et vient encore une fois d'illustrer son incapacité à endiguer ou du moins même à dissuader ces groupes-là d'agir et de semer la pagaille comme ils le font. Alors, Dado, une nouvelle vague d'enlèvement au Nigeria. On parle de plus de 100 personnes enlevées ces derniers jours dans ce pays qui est en proie à l'insécurité depuis plus d'une dizaine d'années. Oui, ça montre tout simplement, je dirais, l'impuissance aujourd'hui de l'État nigérien face à ces groupes extrémistes, à ces groupes que certains appellent même des groupes de bandits. Parce qu'il faut se rappeler qu'au départ, quand cette histoire commençait avec le Boko Haram, il faut se rappeler qu'avant le Boko Haram, il y avait déjà des bandits qui justement opéraient en kidnappant je dirais quoi, les gens dans le secteur pétrolier contre des rançons. Donc c'était déjà une ancienne pratique qui existait. Mais après, avec le Boko Haram qui s'est mêlé,
finalement, en fait, on ne sait plus finalement, on est en face à qui? Est-ce que c'est les groupes de Boko Haram ou c'est les bandits? Finalement, tout est mélangé. Et ça rend complexe la gestion de ce dossier-là. Mais en même temps, ça pose un problème de fond dans le système de sécurité mis en place par l'État du Nigeria. Parce qu'au fond, on ne peut pas dire que depuis 25 ans, on n'a pas trouvé la formule pour pouvoir, je dirais, limiter cette situation. Parce que, pas plus qu'hier, je crois que beaucoup l'auraient vu sur les réseaux sociaux. Ces gars-là qui, avec des armes à l'appui, sont rentrés dans les écoles, ont demandé à des enfants, vous voyez un peu, on tirait en l'air, ils demandaient à des enfants de, comment on dit ça, menacer les enfants. Et c'est traumatisant en fait, j'imagine, pour ceux-là qui vivent là. Nous, on voit de loin. Mais ça veut dire que c'est un peu comme si l'État n'existait pas. Et ça pose un problème de fond. Ça pose un problème de fond parce que ce n'est pas quelque chose qui dure depuis quelques jours, mais depuis des années. Et ça pose un problème sérieux de fond de la capacité de l'État à pouvoir sécuriser le territoire d'abord et la vie de ses citoyens. Je crois qu'on va y revenir, mais ça me pose un souci. Et ça pose d'ailleurs aux familles un grand souci. Et comme l'a dit Maoulolo, on ne peut pas se dire que ne répondez pas à cette demande de payer les rançons. Les gens veulent les membres de leur famille. Ils vont faire quoi? Ils vont coopérer contre eux, contre leur volonté. Parce que justement, l'État, souvent, qu'est-ce qu'il dit? On va, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? On ne voit pas grand-chose. Donc, si on prend l'histoire des filles de Chibok, c'était quoi, 10 ans, mais on n'a pas pu récupérer. Et puis on se demande, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec la logistique ou bien la technologie avancée, on n'est pas capable de pouvoir couvrir le territoire? Est-ce que c'est impossible? Donc ça pose un souci de capacité, et même parfois, je dirais, de prise de conscience sur le sujet. J'ai l'impression parfois on banalise un peu. En tout cas, moi, c'est mon impression. Même si je reconnais que ce n'est pas évident, parce que c'est une situation assez complexe. Mais je pense que si on a la vraie volonté, si on est vraiment sensible à la chose, ces gars-là, on pourrait les mettre hors d'état de nuit. Alors, Prosper Agboklou, une centaine de personnes nouvellement enlevées au Nigeria, c'est pas nouveau. Le phénomène se produit dans ce pays depuis plusieurs années. Oui, vous savez, quand vous mettez à écouter ces narratifs à propos donc de Boko Haram, il y a beaucoup de questions qui se posent. Boko Haram, à sa création, c'était quoi? C'est pour établir un État islamique et combattre l'éducation occidentale prônée par l'Occident, et qui fait venir ce genre de politique qu'on appelle démocratie, qui fait que les valeurs naturelles africaines sont perdues complètement. Et si on est parti de là pour pouvoir créer ce mouvement, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que ça s'intensifie alors que la zone dans laquelle se passe souvent les enlèvements, c'est dans les zones islamisées. Ça fait pratiquement le nord du Nigeria est islamique. Donc, la question reste à comprendre. Pourquoi est-ce que cela se passe et que l'État nigérien plutôt, n'arrive pas à pouvoir le combattre. Et vous voyez, Boko Haram est à côté, et de l'autre côté, on parle de Boko Haram au Nigeria et à la frontière du Cameroun. Okay. Et on parle de djihadisme, terrorisme au Niger, pratiquement pas loin du Nigeria. Donc, l'amalgame qui est faite se donne à réfléchir sur la question. Pourquoi ces enlèvements se passent librement et que l'État nigérien n'arrive pas une programmation sur une façon de démissionner devant l'Occident qui impose un certain nombre donc d'exigences pour permettre à ce que ce mouvement-là dure, pour que ça ne soit pas éradiqué. C'est-à-dire que c'est un planning, c'est un projet qu'on a mis en place pour déstabiliser l'Afrique, qui fait que les pouvoirs, même en place le pouvoir nigérien,
dispose d'une armée qu'on nous dit qui est l'une des armées les plus fortes, qui allait la dernière fois normalement, comme on appelle, enlever, enfin chasser les entre-griffes poutistes du Niger pour pouvoir restaurer l'ancien président qu'on appelle Bazoum. Finalement, le mouvement continue, les enlèvements sont là. Tous les jours, on nous dit que ça se passe. Bon, parfois, je les prends avec des pincettes et des gants parce que les médias qui nous les diffusent aussi sont des médias qui portent des narratifs négatifs sur l'Afrique. Et quand on donne des nombres aussi exorbitants comme ça, parfois je me pose des questions. Si ceux-là qui nous donnent ces informations-là aussi n'apportent pas pour vulnérabiliser l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique est un pays, un continent qu'on cherche toujours à vulgariser, plutôt à vulnérabiliser pour que l'on pense que en Afrique, il n'y a rien de bon. Donc pour moi, il y a tout ça là. Mais si le mouvement continue et que Boko Haram, sur son idéal principal, n'arrive pas à prendre pied, c'est dire que c'est un programme qui vient d'aller, c'est un projet, un agenda caché sur lequel on vole. Et on fait tout pour que la jeunesse africaine ne voulait pas. C'est les filles qu'on enlève, les petits garçons. Et puis, il y a des complicités. Pour moi, il y a des complicités. Même les parents là qui parlent. Parce que c'est des gens qui sont un peu futés par rapport à l'argent. Vous voyez à peu près. Donc, la pauvreté est combattue aussi de ces manières-là. Les gens se disent, bon, allez faire. Il y a des complicités dans les familles même. Et on fait, on enlève. Et puis, on demande des rançons. Ça vient, on se partage un peu les dividendes. Donc, pour moi, c'est une question sur laquelle vraiment, il faut vraiment se poser des questions. Alors, je reviendrai à vous tout à l'heure pour un aspect que vous avez touché. Mais bien avant, une autre interrogation. Qu'est-ce qui explique que depuis toutes ces années, le Nigeria a du mal à faire face à cette question sécuritaire? On sait que la sécurité, c'est la vie même d'un pays. Le Nigeria, c'est quand même pas un petit pays, c'est la plus grande population d'Afrique, la première puissance militaire de l'Afrique occidentale, première puissance économique, comme je le disais, première démographie du continent. Et depuis des années, le pays fait face à des enlèvements de masse. Vous avez tous touché tout à l'heure le groupe Boko Haram qui sévit depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui fait que depuis là, le Nigeria peine à trouver la solution idéale face à ces bandits et face à Boko Haram? C'est moi la question que je pose. Merci. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles un pays comme le Nigeria, un géant comme le Nigeria, n'arrive toujours pas jusque-là à mettre un terme à ce état d'insécurité qu'il connaît depuis des années. Bon. Il y a, le grand frère l'a dit tout à l'heure, il y a l'impérialisme qui consiste, ça ce n'est pas moi qui le dis, il y a beaucoup d'auteurs comme Nkrumah, des auteurs latino-américains qui l'ont dit que l'impérialisme, lui de cette façon d'opérer, c'est de créer des crises de basse intensité dans beaucoup de régions différentes. Ce n'est pas des grandes crises, le pays n'est pas en guerre, n'est pas en feu et à sang, mais une partie du pays échappe quand même au contrôle du gouvernement national et la crise est alimentée, soutenue et donc du coup, ça ne prend jamais fait. Et je pense que Boko Haram est sûrement soutenu par des intérêts occultes qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai parlé avec des militaires nigériens qui étaient allés au front, qui m'ont dit qu'ils ne voyaient pas comment ces gens-là avaient les armes qu'ils avaient et comment ils arrivaient parfois à avoir des informations de qualité au fait par rapport à ce que eux ils avaient. Maintenant, l'enlèvement, je vais revenir un peu, faire une digression avant de repasser au sujet. L'enlèvement aussi a été, les enlèvements se sont multipliés parce qu'aujourd'hui, on n'a plus seulement Boko Haram dans la région là. On a aussi l'État islamique qui s'oppose à Boko Haram. Donc ils s'affrontent entre eux. Maintenant, ils s'affrontent entre eux d'abord et affrontent après le gouvernement. Et pour ça, ils ont besoin de beaucoup d'argent. Maintenant, selon moi, la raison principale, là où l'erreur vient du Nigeria, et c'est une erreur que le pays aussi sont en train de commettre, le Niger l'a commis, le Burkina l'a commis, le commet actuellement, c'est de penser que la réponse au djihadisme, c'est le tout militaire. C'est très important. Souvent, pourquoi il n'y a pas de terroristes à Oman ou au Qatar ou en Arabie Saoudite? Parce que lorsque les gens ont des moyens, vivent bien, lorsque les gens ont quelque chose à perdre, ils ne vont pas se faire tuer pour des broutilles, pour des miettes. Non. Ce n'est que dans les régions comme l'Afghanistan, la Syrie, dans les pays où justement il y a la pauvreté, où des gens n'ont rien à perdre, qu'ils vont s'enrôler dans ce genre de groupes armés. Donc, il faudrait vraiment que... Et vous allez voir que souvent, c'est des régions du nord, des régions que les gouvernements sentent, du centre, souvent au sud, ont tendance à négliger, c'est là où ces groupes-là prospèrent. Parce que lorsqu'on a 30 ans et qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, que quelqu'un vient te dire, prends ça,
tu n'as pas de femme, ok, la prochaine femme que tu arrives à kidnapper, tu la prends comme épouse, et je te paye par mois. Au Niger, on payait par mois 360 € aux djihadistes, ce qui était mieux que le salaire d'un militaire. Pour toi, c'est tout bénef. Et si en plus de ça, toi-même tu crois que il faut lutter pour l'islam et que Dieu reviendra, bon, tout ce mélange-là, ça s'ajoute à ce cocktail, mais tu le fais de façon très content. Donc, nos États doivent comprendre que s'ils ne luttent pas efficacement contre la pauvreté, et surtout, s'ils n'œuvrent pas pour qu'il y ait une véritable justice sociale, ils vont peut-être parvenir à décapiter ces mouvements-là. Mais ils vont couper l'arbre, mais pas les racines. Boko Haram n'est pas né des cendres d'autres groupes terroristes djihadistes qui sont venus avant lui, mais qui n'avaient pas assez de moyens parce que l'époque historique était différente. Il y avait dans les années 70 un prédicateur très célèbre là-bas au nord du Nigeria, là où Boko Haram est aujourd'hui justement, qui s'appelait le maudisseur, c'est-à-dire qui terminait tous ses prêches en maudissant l'Occident, le gouvernement central et tous les ennemis d'Allah selon lui. Et c'est des gens, ce sont ces gens-là qui ont été les modèles de Youssouf. Non, de Youssouf, plutôt le fondateur, oui. Quand lui était enfant, c'était les gens-là qu'ils écoutaient, c'est les gens-là qui étaient ses modèles. Une fois grand, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? En temps, rien ne s'est amélioré. Les politiciens continuaient pas à détourner l'argent, les hôpitaux n'étaient pas équipés, les écoles étaient de mauvaise qualité. Et finalement, il s'est dit, c'est la démocratie occidentale, c'est l'éducation là qui enseigne la corruption et la corruption des mœurs qui est le problème. Parce qu'il l'a écouté quelque part, il ne l'a pas inventé. Donc il faut que nos États comprennent, le militaire c'est bon, mais sans de politique, des politiques de développement réel et sans mettre en œuvre des stratégies pour instaurer la justice sociale, ces groupes vont toujours revenir et nous pourrir la vie. Et voilà donc, pour le Nigeria, voilà pour le Togo, voilà pour le Bénin, voilà pour le Burkina, pour tous les pays. Pour vous, c'est ce qui fait que depuis là, le Nigeria n'a pas trouvé la solution à ces enlèvements. Ce facteur, combiné au fait que ces gens-là sont soutenus par des intérêts occultes qui ont intérêt à créer des crises de basse intensité pour que nos pays ne décollent pas. Mais dans ces intérêts occultes, moi je ne sais pas de qui il s'agit. Comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré des militaires nigériens qui ont été au fond, qui m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas comment ces gens-là. Parce que quand une usine fabrique une arme, il y a un numéro de série, on traque l'arme partout. Mais ces gens-là avaient parfois des chars, des armes d'assaut massifs. Ils les trouvaient où? Qui le leur vendait? Ça ne pouvait pas tomber du ciel aussi. Exactement. Donc on suppose ou on sait qu'ils sont soutenus par des intérêts occultes qui ont intérêt à ce que les pays du tiers-monde, les pays du tiers-monde, vont continuer par les exploiter. Ceux qui le font, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes personnes qui laissent les gangs prospérer au Mexique pour qu'ils fassent passer la drogue aux États-Unis. Ce ne sont pas des personnes différentes. On connaît la situation actuelle d'Haïti. Exactement. C'est les mêmes personnes. Maintenant, qui sont-ils? Moi, je ne sais pas. On ne le sait pas. Exactement. Alors, Dado, qu'est-ce qui explique selon vous cette situation au Nigeria? Depuis plusieurs années, on parle d'enlèvement de masse, on parle de Boko Haram, on parle de djihadisme, on parle de terrorisme. Mais depuis là, on n'a pas trouvé la solution. C'est vrai, le Nigeria n'a pas la même posture que les autres pays, que les pays du Sahel, Bénin, Mali et qu'est-ce que je dis, Burkina, Mali, Niger, qui optent plus pour aller au front, combattre le terrorisme. Mais pour le Nigeria, c'est un peu compliqué. Au-delà du djihadisme, du terrorisme, il y a aussi les enlèvements. Là, on parle de bandits armés. Qu'est-ce qui explique que depuis là, on n'a pas pu trouver la solution? Non, je pense que déjà que le contexte est assez complexe parce qu'on n'a pas un seul acteur en face. En termes de groupes, il y a plusieurs groupes avec différents objectifs. Et aussi, je crois que dans l'approche, il y a un souci je dirais de consistance dans l'action. Pourquoi je dis ça? Généralement, on voit, par exemple, quand l'histoire de l'enlèvement des filles de Chibok a été soulevée, dans les jours qui ont suivi, on a semblé voir une mobilisation. Mais après, il y a eu un relâchement. Et ça, c'est un problème qui n'est pas juste un problème du Nigeria. Pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest et même voir les autres pays en difficulté de l'Afrique. Et quand on a une situation, on ne prend pas le temps maximum de le traiter dans la durée. On fait des actions ponctuelles. Les actions ponctuelles ne peuvent pas régler un problème de taille comme ce que rencontre le Nigeria. Ça voudra dire qu'il faut de la consistance dans l'action, mais en même temps, il faut faire une analyse holistique du problème. Ce n'est pas juste un seul facteur.
comme il a dit, c'est plusieurs facteurs. Et donc, il va falloir adresser des solutions adaptées à chaque cause, je veux dire. Et ça demande beaucoup d'énergie naturellement, mais ça demande aussi une coordination de l'action. Mais si on fait de façon ponctuelle, sous forme de saupoudrage, c'est clair que ça ne peut pas donner du résultat. Quand vous voyez ces groupes armés, est-ce que ce n'est pas des gens qui sont organisés? Est-ce que ce n'est pas des gens qui sont convaincus de ce qu'ils sont en train de faire? Mais est-ce que de l'autre côté, dans l'action de réponse ou de riposte, est-ce qu'on est convaincu? Moi, je me pose la question. Est-ce qu'on est convaincu d'aller jusqu'au bout? Est-ce qu'on est convaincu de chercher les moyens pour vraiment réduire au maximum l'influence de ces groupes? Non. La réponse est tout simplement non. Maintenant, quand je reviens au contexte actuel, l'actuel président n'a arrêté que dans un système qui est déjà, je dirais, en... Oui. Mais qu'il a contribué à pourrir. Ce n'est pas un acteur innocent. Disons qu'il a hérité d'un système déjà défaillant, vraiment défaillant. Mais il a un lourd bilan quand même. Hein, mais là, oui, justement, ça montre l'inefficacité du dispositif en place. Ça montre, en 10 mois, s'il faut, on nous parle de 4 000, disons 5 000 enlèvements en 10 mois, ça veut dire qu'il y a un problème. Et puis, il ne faut pas oublier, quand nous disons que le Nigeria a une armée, en tout cas, la plus grande armée. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit dans les classements. Oui, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'en termes de proportion, par rapport à la population, il y a un problème. Parce que normalement, selon ce que les experts disent, il faut 10% de l'armée pour une population. Mais le Nigeria, c'est 0,10. Vous voyez un peu, c'est 0, c'est-à-dire c'est même pas 1%. Et ça pose un problème. Donc ça veut dire qu'en termes de couverture, même, il y a de la difficulté en termes, au niveau du nombre. Donc, je crois que ce problème ne peut pas être réglé si on n'y met pas de la consistance, de la conviction, mais aussi on travaille en collaboration avec les autres pays. Parce que ce problème ne peut pas être réglé seulement par le Nigeria. Il y a le Cameroun qui est là, il y a les autres pays qui sont là. Donc, il y a un problème de soutien. Et donc, la CEDEAO, normalement, devrait pouvoir mobiliser une action conjointe pour pouvoir aider. Mais généralement, qu'est-ce qui se passe? La force en attente, justement, intervenir au Niger, depuis combien d'années on nous parle de la force en attente? Et c'est là que revient encore ma logique. On a des belles idées, mais on n'y met pas forcément toute l'énergie et toute la conviction possible. Des fois, j'ai l'impression qu'on n'y croit pas. Et donc, si on n'y croit pas, ça va donner que ces genres de résultats. Mais si on y croyait, je pense, en tout cas, s'ils y croyaient, ils allaient mettre l'énergie nécessaire. Et là, c'est un peu dommage, pour ne pas dire c'est très dommage. Prosper Aboklou, qu'est-ce qui explique, selon vous, que depuis là, le Nigeria n'a pas trouvé la solution à ce malheureux tableau qu'on vient de peindre, des enlèvements de masse? Le président Tinubu, qui ne fait qu'une dizaine de mois, totalise déjà près de 5000 enlèvements. Oui, vous savez, il faut tenir compte de la géopolitique du monde. Mon confrère vient de parler donc d'Oman, des Émirats et autres, Qatar. Il ne peut jamais avoir de rébellion, de terrorisme dans ces pays-là. Les pays dans lesquels même, quand on insiste à ce qu'en Afrique, on fasse des élections partout, demander si on en fait là-bas. Non. Parce que l'oligarchie mondiale a mis tout simplement son veto, c'est-à-dire s'est approprié ces territoires-là où on ne demande pas. Ce ne sont pas des musulmans là-bas. C'est les mêmes musulmans auxquels on demande de financer. L'Arabie Saoudite finance le terrorisme. Le Qatar, il finance le terrorisme. C'est-à-dire que Boko Haram n'est qu'une subdivision de ces groupes-là, de ces pays qui envoient tout simplement déstabiliser l'Afrique. Le pouvoir nigérien n'a aucune force en Afrique. On peut même mutualiser les efforts
on n'arrivera jamais parce que c'est décidé quelque part. Et même si on mutualise les efforts, vous pensez qu'on ne pourra pas? On ne pourra pas. La force en attente. C'est devenu une fatalité. Finalement, on fait quoi? On croise les bras. Non, c'est-à-dire que les maîtres qui décident de la situation ne sont pas ici. Tinubu n'est qu'une marionnette qu'on a mis devant. Et après, avant, il y avait qu'on appelle l'ancien président qui est parti. Bouhari est parti. Il y avait le problème de Boko Haram. Il y a le problème du nord du Cameroun également qui est là. C'est-à-dire que il y a la sécession du Cameroun qui coïncide avec la mise en place de Boko Haram. Ce sont des subterfuges qu'on nous montre comme quoi on vient, on place la caméra sur. J'ai même lu certains documents où on nous fait des enquêtes sur Boko Haram au nord du Tchad, au nord du Cameroun, au Nigeria, sans pour autant mettre la main vraiment sur les commanditaires. Donc, vous voyez, tout ce que nous disons, c'est dans la réalité des faits. La logique voudra que ce soit fait ainsi. Mais je vous dis, ces présidents n'ont aucune force, c'est-à-dire qu'aucune solution à ce problème. Parce que il y a le pétrole à exploiter en Afrique. Il y a les ressources minières, le gaz, tout ça là. Il faut mettre, il a dit tout à l'heure, l'impérialisme consiste plutôt à mettre de la zizanie, des problèmes un peu partout. Pour ces populations-là, au moment où on parle de problèmes de sécurité, eux, ils viennent, ils attisent le feu, ils viennent jouer un peu sapeurs-pompiers, ils donnent de l'argent aux gens, les rançons dont on parle là, qui les donnent la plupart du temps, ce sont eux-mêmes qui fomentent cela. On enlève les gens et on envoie. Donc, la solution n'est pas avec Tinubu. La solution est où alors? La solution. Quelle serait la meilleure piste pour sortir de tout ça? Le problème, c'est de chasser les impérialistes. Comme le Niger le fait aujourd'hui. Ils ne sont plus ici. Ils sont là, ils ont leurs bras armés. Vous savez, l'ennemi les négrophobes même là, les négrophobes dont on parle là, ce sont encore les Noirs. Les plus grands négrophobes, c'est les Noirs encore. Parce que ce sont les Noirs auxquels on demande de tuer d'autres Noirs. Et ils le font. Tu as parlé du problème de Haïti tout de suite. Exactement. Les gangs qui sont là, ce sont les Blancs. Non, ce sont les Noirs même qu'on utilise. Et tant que l'Africain ne va pas changer de mentalité, crois que Dieu lui a donné suffisamment de ressources, d'intelligence pour se développer. Mon frère Guillaume, docteur, on en sera là, on en parlera toujours. Boko Haram ne sera jamais éradiqué tant que la situation est décidée d'ailleurs. Donc il y a le pétrole, il y a tout pour qu'on veut exploiter et on en sera là. Boko Haram va, après on nous dit État islamique, Boko Haram quoi, on donne des noms de divers noms, on invente pour nous dire tout, voilà, ce sont eux qui les connaissent. Merci beaucoup. Voilà. Prosper, rapidement, quelque chose à ajouter, Dado? Oui, non, je pense que je suis d'avis que la situation est assez complexe et qu'il y a plusieurs causes, mais en même temps, je pense que on n'est pas fataliste. On ne doit pas être fataliste. Parce qu'on a une responsabilité. Si on est toujours dans la posture de c'est les autres, on ne va pas y arriver. Et donc, ma logique est de dire qu'il y a du travail à faire en interne. Mais souvent, l'intensité, la consistance, comment je peux dire ça, les moyens qui sont mis, c'est pas souvent consistant pour pouvoir répondre de façon favorable ou bien de façon à diminuer les facteurs de risque. Et donc, il n'y a pas que à voir les autres, mais nous aussi, nous avons une responsabilité. Et donc, les États, les chefs d'État ont un travail de fond. Tu penses qu'ils ne le savent pas? Oui, mais je pense qu'ils ne le font pas assez. On a moins de temps. Oui, le problème, c'est que ce que M. Aboukou vient de dire, quand quelqu'un veut faire ça, on l'élimine rapidement. Quand quelqu'un veut le faire, on l'élimine rapidement. Donc ça veut dire... En Haïti, il y a un gouvernement, il y a un président qui a été kidnappé, expulsé du pays parce qu'il a voulu construire des écoles. C'est-à-dire, on lui a... C'était des écoles, en fait. Les mondialistes sont là. Kidnappés, l'ont extirpé du pays. C'est pour vous dire que je comprends tellement ce que vous dites. Et peut-être ça, il faudrait que les populations soient plus aguerries à les présidents qui s'engagent dans ce genre de combat. Mais on va les tuer. On va les tuer. Mais je pense que si les populations sont assez aguerries et qu'on les soutient vraiment comme il le faut, ils pourront y arriver. Il ne faut pas se leurrer au nom. Merci beaucoup à vous. En tout cas, je pense que l'espoir est toujours permis. On pourra y arriver si on trouve les meilleures solutions et si on met les bons moyens. Ce sera mon analyse de la situation. Pour une première, nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.